Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are Se passe en France, et ça on y reviendra un peu plus tard, et ça je le reprends la phrase à Wilfried que j'ai vu hier, hein, les États-Unis se révoltent, Hong Kong se révolte, le Liban se révolte, l'Italie n'est pas contente, et en France, qu'est-ce qu'on fait? On attend la réouverture des cafés. Ah bah hier tout le monde frappait des mains, les Galeries Lafayette ont réouvert. Putain, c'est ça la liberté, c'est ça la liberté de pouvoir consommer. Ah, on est libre, on va pouvoir aller au Galfa, on va pouvoir aller au Galeries Lafayette, on est libre. À tout instant, il se passe quelque chose aux Galeries Lafayette. Mais bande d'idiots, vous êtes libres parce que vous avez de l'argent pour pouvoir être libre et consommer. Le jour où vous n'aurez plus de thunes, comme ça va nous arriver dans pas mal de temps, dans quelques temps suite à cette fameuse crise économique, vous allez voir votre liberté. liberté, mon cul. Égalité. Comme la Turquie. L'ONU a d'ailleurs rappelé la France lors des violences commises contre les Gilets jaunes. Et pour rappel, rien qu'en 2018, les policiers et les gendarmes ont tiré près de 20 000 balles de défense. Et évidemment, il n'y a pas que l'ONU qui dénonce ces violences policières-là. Il y a aussi Amnesty International, il y a la Ligue des droits de l'homme dont les observateurs se font d'ailleurs régulièrement agresser par les forces de l'ordre, il y a la Commission consultative des droits de l'homme qui parle dans un récent rapport de violences illégitimes, il y a l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture qui a produit de nombreux rapports pour critiquer les abus. Et malgré ces dénonciations, la politique de répression se maintient. Elle est encouragée en haut lieu, elle est même renforcée. Et ça, forcément, ça rentre en contradiction avec l'idéal républicain qui devrait être celui des policiers. Et ça crée énormément de pression dans l'institution. Une pression qui a poussé de nombreux agents à mettre fin à leur jour. Guys, come to me right now. 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 Come to me. Come to me right now. This woman just got tased. Come to me right now. Come to me right now. Pas tout, parce qu'il y a quelques jours, le syndicat Alliance a poussé à travers quelques députés une proposition de loi afin d'interdire aux citoyens de filmer les forces de l'ordre et ainsi criminaliser le fait d'informer à propos des violences policières. Une police qui va pouvoir aisément censurer des propos sur Internet grâce à la loi anti-haine, et cela sans le contrôle d'un juge. Une gendarmerie qui surveille des militants politiques au travers des logiciels d'espionnage de masse ou, comme à Bure, en déployant d'impressionnants dispositifs de pistage et d'écoute. Et si on a peur, c'est parce qu'on sait très bien aussi que les policiers et les gendarmes ne vont pas rechigner si on leur demande d'aller encore plus loin dans la dérive autoritaire, jusqu'à devenir un maillon indispensable à la société totalitaire cette fois, que le gouvernement nous organise un peu plus jour après jour. Je pense que le confinement qui nous a été imposé est, au niveau mondial d'ailleurs, pas seulement au niveau français, un test incroyable de soumission à l'autorité. Vous savez, ces tests qu'avait fait dans les années 50-60 Stanley Milgram, un sociologue américain, qui poussait des gens à obéir. Et ils obéissaient tous. Ils devaient envoyer une impulsion électrique qui, soi-disant, électrocutait en fait un acteur,
Et ils allaient jusqu'au bout, parce que celui qui donnait des ordres avait une blouse blanche et avait autorité. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. Dans le confinement, on nous fait obéir à des ordres dont nous n'avons aucun moyen de vérifier le fondement. Il n'y a pas de voix qui puisse s'y opposer. Et au nom de la sécurité, nous courbons la tête et nous faisons ce qu'on nous dit de faire sans rien savoir en réalité. Et ça, je pense que ça porte en soi quelque chose de terrible parce que c'est de façon très profonde, très secrète, habituer la population à obéir, à ne jamais contester, à ne jamais réfléchir surtout, et à être, comme on dit dans l'armée, le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est ça que m'inspire ce confinement. Alors beaucoup vont faire le parallèle avec Coluche. Coluche, c'est quelqu'un qui s'était battu pour les citoyens, pour le peuple, pour les plus démunis. C'est quelqu'un qui s'était mis dans la danse bien avant. Lui, il arrive, du jour au lendemain, il n'est pas content, il gueule un bon coup sur les réseaux sociaux. On entend le fait qu'il gueule, parce que c'est à peu près ce qu'on gueule depuis 2 ans. C'est toujours agréable d'avoir un soutien de renom, comme on dit, un soutien d'une personnalité. C'est toujours agréable d'avoir le soutien d'une personnalité. Maintenant, moi, personnellement, et ça n'engage que ma parole, et c'est là où je réponds à la question des nombreux messages que j'ai pu recevoir, j'ai un doute. J'ai un doute parce que, tout simplement, pendant qu'on parle de Bigard, eh ben, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas d'autre chose. Pendant qu'on parle de Bigard, on est là en train de se faire des films, alors qu'il y a le réel. Le réel aujourd'hui, c'est les lois liberticides. Le réel aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus manifester. Le réel aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de Français qui vont se casser la gueule comme jamais. Et ça, c'est le réel. Ça, c'est le réel. Je donne mon avis. Après les gilets jaunes, vous faites ce que vous avez à faire. D'accord? Vous faites ce que vous avez à faire. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne personne pour plusieurs raisons. Tout simplement, on ne l'a pas vu dans la rue. Voilà, je ne pense pas qu'il ait besoin des gilets jaunes pour se faire un nom. D'accord? Mais bon, voilà, c'est pareil, c'est un Français qui n'est pas content pour plein de raisons. Déjà, la première, apparemment, il a un redressement fiscal en 2019. Ça peut aider de ne pas être content. Ça peut aider d'avoir un petit coup de téléphone du président de la République. Sachez-le. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Patrick Sébastien, et là je vais vous donner une petite anecdote. Patrick Sébastien qui a communiqué le numéro, il faut savoir un truc. Patrick Sébastien, je l'ai rencontré dans un studio chez Thierry Ardisson. D'accord? Et il est venu discuter avec moi. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne discuter politique. D'accord? Parce que moi je voulais discuter ce qu'il faisait, parce que j'avais une question importante à lui poser. Et là on se met à parler de politique. Sachez une chose, c'est que Sébastien est très très copain avec Macron. Alors oui, à la télé, il lui casse du sucre sur le dos, on le voit tous faire. Mais moi, je vous le dis, croyez-en à ma parole, parce que je l'ai rencontré de visu, j'ai discuté avec lui, c'est un copain à Macron. C'est un copain à Macron. Voilà, ça c'est Sébastien. C'est un copain à Macron. Dans ses arguments, quand je lui faisais part des arguments des Gilets jaunes, il disait « Oui, mais Macron, c'est un jeune président, il ne sait pas trop, il ne sait pas bien s'entourer, mais il aime son peuple. » Enfin bref. Il était à fond sur Macron, excusez-moi le geste. Le pied dans cette fourmilière et que si on descend, et attention, ce n'est pas que les gilets jaunes, il va falloir voir avec l'ensemble des citoyens en colère, l'ensemble des groupes en lutte, l'ensemble des pas contents. Et à ce moment-là, on mettra un ultimatum à M. Macron et je prendrai mes couilles. De toute façon, dans les gilets jaunes, j'ai tout eu, il me manque que la casse prison, j'en ai rien à foutre. Je prends mes responsabilités, j'ai plus rien à perdre. À un moment donné, à un autre, je vais me chauffer, je vais faire cet appel. Il y aura un ultimatum qui sera proposé à M. Emmanuel Macron et à nous de jouer. Et si cet appel ne marche pas, ben je reprendrai mes petites pénates et je rentrerai à la maison.
Voilà, les choses sont dites. Et nous avons peur des forces de l'ordre aussi parce que la situation semble empirer et que beaucoup d'entre eux se radicalisent. Déjà, à travers ces policiers qui affichent fièrement des logos et des slogans d'extrême droite, que ce soit des références aux Punisher, aux Spartiates ou un drôle de christianisme porté sur la violence, les réseaux proches du fascisme se développent dans l'indifférence ministérielle. Il y a aussi Alliance, c'est le plus grand syndicat de police qui multiplie les menaces. Contre l'administration déjà, si cette dernière envisageait de condamner des policiers, mais aussi contre des parlementaires insoumis ou contre le journaliste Taha Bouaf à travers des tracts ou contre Gaspard Glanz en organisant son arrestation lors d'une de leurs mobilisations. Et est-ce normal de voir de tels réseaux se propager, de voir des syndicats qui sont prêts à aller au bout pour protéger l'impunité policière ? La police est aussi le sujet des pires magouilles de l'État profond, comme l'affaire Benalla le montre. Il est possible pour des barbouzes d'infiltrer l'institution et d'usurper l'autorité policière, au mépris de tout ce que devrait représenter la police pour un État réellement républicain et démocratique. Nous avons peur de la police et des gendarmes parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire pour nous défendre face à eux. Dans la période actuelle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des slogans ou des ordres et aucune pensée. Eh bien, ce qui est le modèle pour moi du CNR, c'est justement d'avoir été capable de penser les jours heureux, c'est-à-dire de penser le lendemain dans une situation qui était évidemment terrible. Des recours devraient être possibles, notamment grâce au RIO, mais que bien peu de policiers et de gendarmes portent malgré l'obligation, sans jamais que l'autorité ne sanctionne qui que ce soit. Alors, sous couvert d'anonymat, les pires violences surviennent. Et quand ceux qui commettent ces violences sont identifiés, les recours doivent être envoyés à l'IGPN, une inspection censée être un contre-pouvoir, mais qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et ça a un conflit d'intérêts énorme qui provoque une impunité policière qui est dénoncée par des organisations telles que Amnesty International, le Conseil de l'Europe, l'ONU ou le World Justice Project. Et si on prend des exemples, on voit que l'IGPN, par exemple, n'a pas établi de lien pourtant évident entre la mort de Steve et l'intervention policière. L'IGPN a couvert des policiers qui ont fracassé le crâne d'une adolescente de 19 ans alors qu'elle manifestait pour les Gilets jaunes. L'IGPN a truqué et faussé l'enquête concernant la mort de Zineb Redouane pour protéger des hauts gradés. Et forcément, cette impunité, elle provoque mécaniquement une corruption généralisée à toutes les échelles. On pense au préfet de Nice qui a délibérément menti sur l'affaire Leget pour ne pas embarrasser Emmanuel Macron, ou au syndicaliste Langlois suspendu pour avoir dénoncé les abus de sa hiérarchie, ou pire encore, la suspension d'un policier à Nice pour avoir renseigné Mediapart sur des scandales concernant l'affaire Leget. L'IGPN blanchit largement les violences et étouffe toutes les affaires dans d'interminables procédures judiciaires. Nous avons peur des gendarmes et de la police parce que nous savons qu'en haut lieu, la violence est protégée et elle est même encouragée. Et là-dessus, Castaner est en première ligne. Il affirme que les forces de l'ordre ne font que se défendre, même lorsque les éborgnés n'ont jamais été poursuivis pour quelque délit que ce soit, même quand les vidéos de violences abusives se multiplient, même quand les journalistes sont agressés. Un ministère de l'Intérieur qui condamne aucun fait, ni les lycéens menottés, ni les violences contre Rodriguez. Et pour l'affaire Steve, après la mort et de multiples scandales, Castaner a simplement muté un commissaire fusible et rien d'autre. Et en faisant cela, il ne discerne pas les voyous en uniforme avec les autres forces de l'ordre, ce qui alimente encore plus la défiance de la population, mais aussi ce qui radicalise la profession. C'est aussi lui qui a nommé l'Allemand à la préfecture de Paris, lui demandant de briser les émeutes et que sa main ne devrait pas trembler. Un préfet connu pour son autoritarisme que ses nombreuses gestions de manifestations et sorties médiatiques confirment sans jamais être réellement remises en cause par le gouvernement. En juillet 2019, Castaner a d'ailleurs offert des médailles à 9000 fonctionnaires mobilisés contre les Gilets jaunes et parmi eux, des policiers soupçonnés d'avoir commis des violences. Et contre Mediapart, qui critique notamment les dérives autoritaires, le gouvernement organise une perquisition le 6 février 2019 pour avoir accès à leurs différentes sources. Un soutien inconditionnel de la part de Castaner comme un message envoyé aux policiers et aux gendarmes pour leur dire que leur impunité sera presque totale. Je pense que le programme du CNR, le Conseil national de la résistance, demeure un modèle parce qu'il a été fait dans des circonstances très particulières, terribles, dans un contexte historique très compliqué, avec des gens qui ont été capables de travailler ensemble alors que tous les opposaient d'une certaine manière, et même dans la résistance. Ils s'étaient fait la guerre, ils s'étaient entretués, ils ont été capables de faire ça. Et ça reste un grand modèle, surtout pour moi, parce qu'on a été capables, ils ont été capables de définir
des principes fondamentaux sur lesquels la société devait être gouvernée et bâtie. Et je crois que cette chose-là, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, de réinventer cette capacité à définir la loi et à dire du droit.